Je dirais deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à aseptiser la notion de laïcité. Et c'est tout le sens du débat qui consiste à réduire la laïcité à une approche strictement juridique. Et cette approche n'est pas idéologiquement neutre, tout au contraire. Elle est l'instrument de la deuxième menace qui pèse aujourd'hui sur la laïcité, c'est-à-dire la volonté de la réduire à l'organisation pacifiée du dialogue interreligieux. Les deux choses vont de pair. Et l'on ne doit pas perdre cela de vue. Et à ce titre, l'Observatoire national de la laïcité joue un rôle important dans cette entreprise, je dirais presque de conversion de la laïcité, qui consiste à l'éloigner de ce que ses pères fondateurs ont voulu en faire. Alors, disant cela, je crois qu'il faut rappeler quelles ont été les intentions du projet laïque. On parle beaucoup de la séparation des églises et de l'État. La première séparation date de 1794 et elle est un volet du projet révolutionnaire. Et à cette époque-là, l'intention idéologique, au sens noble du terme, qui anime le législateur, c'est un projet de déchristianisation. Il faut oser le dire. Projet de déchristianisation qui ira jusqu'à l'adoption d'un calendrier républicain dont l'existence sera limitée dans le temps, mais qui montre bien, je dirais, y compris peut-être par l'excès, quelle était la volonté de cette première loi de séparation des églises et de l'État. J'ajouterais que cette loi de séparation des églises et de l'État n'était au plan symbolique que la réplique de la mort du roi. La mort du roi, c'est la preuve définitive que le roi n'est qu'un citoyen comme les autres, et, n'en déplaise au grand historien Ernst Kantorowicz, il n'y a pas deux corps du roi, un corps mortel et un corps sacré quasi divin. Ce projet de déchristianisation, on sait le destin qui a été le sien, et bien entendu, il est intrinsèquement lié à la geste révolutionnaire. Si l'on fait un bond dans le temps et que l'on regarde le projet qui anime les Républicains au début du XXe siècle et qui débouche sur la loi de 1905, il suffit de reprendre les textes de celui qui a porté cette loi, même si il n'en a pas été à la conclusion, qui est Émile Combes. Qu'est-ce que la séparation des églises et de l'État? Et plus largement, qu'est-ce que la laïcisation doit permettre? Elle doit permettre la sécularisation à terme de la société. Je rappelle que dans les années 1902-1903, c'est plusieurs milliers d'écoles congréganistes qui ont été fermées en France, et au-delà de la loi de 1905, nous aurons la fameuse campagne des inventaires. Le pape, à l'époque, a lui-même rappelé que la loi de séparation des églises et de l'État était une loi d'oppression. Pourquoi fais-je ces rappels? Parce que vouloir réduire la laïcité à une simple organisation pacifiée des instances ou des institutions, évidemment, oublie complètement la volonté qui a animé le législateur. Et ce vers quoi nous devons revenir aujourd'hui, c'est à une laïcité qui a évidemment pour objet une volonté de transformation de la société. On ne fait pas des lois pour rien. Et cette volonté de transformation de la société, elle doit continuer d'animer les règles laïques que l'on souhaite donner à la France dans laquelle nous vivons. Sachant, bien entendu, qu'en 1905, comme aujourd'hui, il ne s'agit pas de transformer pour exclure, mais de transformer pour intégrer. Mais d'affirmer un modèle de société, je préfère le terme modèle de société à modèle de civilisation, parce que modèle de civilisation est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas d'affirmer un modèle de société qui s'indexe sur une culture, sur une histoire, sur la volonté de faire ensemble un projet républicain. Et si on oublie cela, eh bien, on en arrive à cette vision qui, me semble-t-il, est assez funeste pour l'avenir de la laïcité, qui est celle qu'aujourd'hui les hommes politiques d'horizons divers cherchent à nous proposer.
Aujourd'hui, le discours politique, en ce qui concerne la laïcité, est souvent fait d'incantations, mais de très peu d'actions. Et je pense qu'il vaudrait mieux être un peu moins incantatoire, mais en revanche, agir un peu plus. Bon, on a l'exemple de la loi de 2004, qui est à mon sens un point important de la laïcité à la française aujourd'hui, mais on devrait de la même manière se poser la question de l'expression des signes religieux dans le cadre de l'accompagnement des enfants dans le cadre des sorties scolaires. On devrait également se poser la question de l'expression des signes religieux dans le cadre des espaces de cours à l'université. Il y a un ensemble de domaines qui ne posaient pas de questions il y a 10 ou 20 ans, mais qui aujourd'hui, évidemment, méritent que l'on s'y intéresse et que l'on ne se défausse pas comme on le fait actuellement. De la même manière, on doit être particulièrement vigilant sur la question de respect des règles de neutralité dans le cadre des services publics, qu'il s'agisse du service public médical, par exemple, donc la relation des patients au milieu hospitalier dans le cadre de l'hôpital, mais aussi dans le cadre des administrations publiques plus généralement. Et enfin, on n'échappera pas à une réflexion sur ce qu'est la préservation de la laïcité dans le cadre de l'entreprise, même si, effectivement, on est en dehors du champ des services publics stricto sensu, dans lequel la laïcité a été pensée et développée au fil de l'histoire. Mais le propre, précisément, d'une loi qui se veut une loi de son temps, c'est de s'intéresser à des espaces qui ne faisaient pas sens il y a 10 ou 20 ans, mais qui, aujourd'hui, se trouvent sur le devant de la scène. En disant cela, il ne s'agit pas de discriminer telle ou telle religion. Il s'agit au contraire de rappeler qu'une république laïque n'est pas une république évidemment anti-religieuse, mais une république dans laquelle la religion est d'abord une affaire de conviction intime et en cas particulier de conviction personnelle. Voilà. Mais que la vie en société impose des règles et que ces règles, dès l'instant où elles ne débouchent pas sur des interdictions absolues, eh bien, ces règles viennent effectivement limiter les libertés de chacun, mais je ne connais pas dans une société de liberté qui soit une liberté absolue. La liberté d'expression connaît des limitations. On ne peut pas effectivement aller, encore une fois, faire l'apologie de l'antisémitisme, et tant mieux. Le droit de propriété connaît aussi des limitations, etc., etc. Et donc je crois qu'il en est de même pour les libertés qui touchent à l'expression des convictions. Les sociétés que l'on compare traditionnellement, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, sont évidemment des sociétés très proches par leurs institutions, par leurs revendications, par leur mode de vie. Et bien entendu, ces trois pays, pour ne prendre que ces trois-là, on pourrait en citer d'autres, partagent beaucoup de valeurs communes. Mais il n'empêche que les sociétés ne sont pas interchangeables. Elles sont le fruit d'une histoire. Elles sont le fruit d'une histoire qui les a cimentées, qui a constitué finalement ce qui fait leur unité. Et la France, en développant le génie particulier de la laïcité qui est le sien, rappelle finalement en quoi le modèle républicain à la française est quelque chose de particulier et de différent des formes d'organisation qu'on peut trouver dans des pays comparables comme le Royaume-Uni ou les États-Unis d'Amérique. Donc je crois que l'on doit être vigilant par rapport à cela parce que cette histoire n'a pas une vocation uniquement rétrospective, mais je crois qu'elle est aussi un ferment du patriotisme républicain qui doit être le nôtre, et elle doit être aussi l'objet de l'adhésion à venir, autour de laquelle la société française doit se construire. Aujourd'hui, on ne peut pas à la fois se lamenter de la perte de repères et de la dissolution des liens sociaux, et d'un autre côté, ne pas chercher à comprendre ce qui fait le génie particulier de l'histoire française et la nécessité de le développer pour l'avenir.
Voilà, à mon sens, comment on peut essayer de comprendre ce qui fait la différence entre des sociétés par ailleurs très proches les unes des autres.